Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise. Débat politique, économique, militaire, les effets sur la France. Vous allez débattre avec François Langlais. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Darius. Merci à vous Bonsoir, aussi d'être là. Réponse d'abord au président Trump qui dit en substance, vous les Européens ne pensez pas que ça n'est pas votre guerre. Est-ce ou non aussi notre guerre? Non, c'est pas notre guerre. Et la France, par l'intermédiaire du président de la République, aurait dû le dire dès le premier jour en dénonçant une agression qui est une agression illégale et qui aujourd'hui a un impact sur toute l'économie du monde. C'est sans doute ce dont on va discuter ce soir. Est-ce que ça n'est pas notre guerre que de combattre un pays qui a tué 30 000 personnes, si on en croit les rapports lors de la répression du 8 et 9 janvier, un pays dont on présume qu'il s'équipe de la bombe nucléaire avec les ravages que ça peut faire, en particulier pour Israël, un pays qui bloque le détroit d'Ormuz et qui, du coup, menace le monde d'un choc pétrolier. Vous allez me dire, c'est le déclenchement de la guerre qui l'a provoqué. En réalité, non. Il commençait à rançonner les navires bien avant. Alors, Monsieur Langlais, on condamne la répression du régime iranien, ça n'a pas commencé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Ça s'est intensifié. La question qui nous est posée, c'est de savoir si l'intervention militaire américaine et israélienne est en mesure, y compris de changer ça. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Puisque ça fait maintenant depuis des semaines et des semaines. Et je vais même vous dire, je pense que ça produit le résultat exactement inverse. C'est-à-dire que je pense que ça renforce le pouvoir du régime, y compris, peut-être qu'on va en parler, parce qu'on a appris la semaine dernière que, par exemple, l'Iran avait augmenté ses bénéfices dus à sa vente d'hydrocarbures. Et ça, c'est des ressources qui viennent précisément alimenter le régime. Mais pardon, qu'est-ce qu'on fait, pardon, à part, je vous pose la question aux deux, à part, tout le monde évidemment condamne le fait de tuer 30 000, 40 000 personnes dans la rue, mais à part signer des pétitions, avoir de belles postures, etc., les Américains au moins font quelque chose. On est d'accord ou pas, mais ils font quelque chose. Non, ils font rien, monsieur. Parce que, excusez-moi. Quelle est l'autre solution? Non, mais d'abord, avant de dire qu'ils font quelque chose, ils ne font rien pour soulager la douleur du peuple iranien. Précisément l'inverse. Ils ajoutent à la répression du régime la douleur des bombardements. Parce que moi, je veux bien, mais je vous rappelle qu'il y a quand même des centaines de personnes qui sont mortes sous les bombardements américains en Iran. Je vous suivrai là-dessus, mais est-ce qu'on ne peut pas dissocier le principe de l'intervention de ces modalités? Et au fond, justement, la France, les affaires du monde la concernent. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment. Mais justement, attendez, mais évidemment que les affaires du monde nous concernent, mais on pourrait peut-être à un moment tirer quelques enseignements des expériences précédentes. Je pense qu'on devrait se rappeler qu'à chaque fois que qui que ce soit dans le monde d'ailleurs a prétendu amener la liberté par les armes, ça avait produit que un fiasco absolu. Vous vous rappelez de l'Irak, vous vous rappelez de la Libye, je pourrais donner d'autres exemples, et évidemment que ça ne produit aucun résultat. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je vous rappelle quand même, parce que ce serait bien que ça soit dit, que par exemple sur la question du nucléaire, puisqu'on évoquait ce sujet, mais il y avait un accord qui avait été passé, et c'est Monsieur Trump, lors de son premier mandat, de sa première mandature, qui a brisé cet accord. Enfin, si, on le savait. Tout le monde le disait. On sait aujourd'hui que l'Iran a accumulé de l'uranium enrichi. Non, attendez. C'est pas pour cultiver des Monsieur Langlais, dites pas qu'on ne le savait pas. On le savait très bien. Les observateurs internationaux qui ont été mis en place n'avaient pas détecté de violation par l'Iran de l'accord qui avait été passé sur le nucléaire iranien. Et c'est Donald Trump, une fois qu'il a été élu pour la première fois, pas lors de son deuxième mandat, lors de son premier mandat, président de la République, il a brisé cet accord. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, d'abord on remet tout le monde autour de la table et on repasse un accord, si c'est encore possible de le faire, sur le nucléaire iranien. On inflige, s'il faut, des sanctions contre les dignitaires du régime. Ça fait 47 ans que ça dure, les sanctions. Hein. D'accord, mais moi je vous parle pas de sanctions économiques. Attendez, je vais préciser les choses. Je vous parle pas de sanctions économiques larges, parce que ça, en fait, ça ne sert à rien. C'est pas le régime qui en paye le prix, c'est toujours les populations. Je vous parle de sanctions ciblées sur les personnalités, les dignitaires du régime. Est-ce que ça vous semble juste que l'Iran s'arroge le droit de contrôler le détroit d'Ormuz, qui est de fait un détroit international, et qu'il facture le passage comme si il s'agissait du canal de Suez, qui est sur un territoire national bien identifié. Au fond, c'est comme si la France annexait la Manche en disant on va demander 50 000 $ ou 100 000 $ à tout bateau qui passe. Monsieur Langlais, il y a une guerre qui a été déclenchée. Vous pouvez évidemment entendre que vous êtes, parce que nous ne sommes pas évidemment ici, vous avez une possibilité d'agir sur l'économie mondiale, vous êtes victime d'une agression qui est une agression illégale, vous utilisez cette possibilité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner une idée très originale, vous allez voir ce qu'il faut faire. Il faut faire la paix.
Et alors le détroit d'Ormuz, il sera évidemment débloqué. Et donc il faut que la France, elle agisse pour la paix, elle agisse pour que cette intervention militaire s'arrête, elle agisse s'il le faut pour mettre tout le monde autour de la table pour recréer les conditions d'un accord sur le nucléaire iranien, elle agisse pour protéger un nouvel accord nucléaire. Mais évidemment qu'il faut faire la paix, il faut un cessez-le-feu immédiat tout de suite. Et alors, y compris les conséquences économiques, je dis pas qu'elles seront derrière nous, parce que je pense qu'il y a déjà des choses qui ont commencé et ça peut être long, mais plus longtemps la guerre durera, et plus toutes les populations, et en particulier en France, souffriront des conséquences économiques de cette guerre. Parce que sinon quoi? Vous voulez déclencher que la France rentre en guerre contre l'Iran pour aller débloquer le détroit d'Ormuz? Bon, franchement, ce n'est pas sérieux. Même les États-Unis, contrairement à ce qu'ils disent depuis des jours et des jours, n'engagent pas d'action militaire pour débloquer le détroit d'Ormuz, parce qu'ils savent très bien que ça va être demain. Pour l'instant, en tout cas, parce qu'ils savent très bien que c'est extrêmement compliqué et que c'est pas comme ça qu'on va résoudre ce problème. Que faire alors pour ouvrir le détroit d'Ormuz? Parce que l'enjeu est là, l'enjeu est capital pour l'économie mondiale, pour le pétrole, mais pas seulement. Je vous l'ai dit, la paix, un cessez-le-feu, agir à l'échelle internationale pour faire en sorte que la France dise à Trump, ça suffit, stop, c'est bon, on arrête. Et on sort de cette guerre, et alors le détroit d'Ormuz, il sera débloqué. Les effets sur la pompe, sur les prix à la pompe en France, on les mesure. On mesure aussi le poids que l'État a toujours dans... Quelle est la proportion, François Langlais, de ce que l'État prend dans le total du prix à la pompe? C'est pas loin de 60%. Hein. Tout dépend des carburants, mais on n'est pas loin de 60% de taxes. Monsieur Langlais, si je peux me permettre une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez raison, sauf sur l'augmentation, il faut quand même le dire. C'est-à-dire quand le prix augmente de 50 centimes, le montant des taxes sur l'augmentation du prix, c'est la TVA, c'est 20%. Absolument, c'est moins parce qu'il y a des droits qui ne sont pas proportionnels. Voilà. Non mais je dis ça parce que c'est très important. Pourquoi je dis que c'est très important? Parce que quand vous avez des formations politiques comme le Rassemblement National, qui disent la solution pour soulager le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, c'est que l'État renonce aux taxes sur l'augmentation du prix, dit Monsieur Bardella, sur l'augmentation du prix. Que tout le monde qui nous écoute comprenne bien. Ça veut dire que si c'est la solution du Rassemblement National qui était mise en place, au lieu d'augmenter de 50 centimes, le carburant, il augmenterait de 40 centimes. Franchement, la belle affaire pour les gens qui ont du mal à remplir leur voiture. On va venir à vos solutions. Cette semaine, en principe, le gouvernement doit présenter de nouvelles mesures pour protéger les Français les plus exposés à cette très forte hausse du carburant. Selon vous, selon LFI, mais vous-même l'avez dit publiquement, la bonne mesure, c'est le blocage des prix. Alors, je voudrais comprendre comment vous imaginez que ça peut fonctionner. On peut prendre un exemple. Il s'agirait de bloquer les prix du carburant, du gaz et du pétrole. On peut prendre le gaz, j'ai regardé le cours tout à l'heure, c'est 50 € le mégawattheure, c'est en gros 2 fois plus qu'il y a 5 semaines. Alors, on pourrait bloquer en disant, revenons au prix de la fin février, à peu près 30 €. C'est votre option. Mais si la France fait ça, alors qu'il y a d'innombrables acheteurs dans le monde qui sont prêts à payer 50 €, c'est la pénurie quasiment assurée. Alors, je vais rentrer directement dans l'objection, je vais vous répondre. Mais d'abord, je veux dire pourquoi c'est notre proposition. Parce que ce qu'il faut dire, et je crois que vous l'avez dit vous-même, Monsieur Langlais, j'ai un peu consulté vos prises de position, c'est que la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est une situation d'urgence sociale absolue pour les Françaises et les Français, qui galèrent à remplir leur plein d'essence qui ont augmenté de manière significative, mais c'est pas la crise pour tout le monde, parce qu'il y a des immenses effets d'aubaine, et c'est le jackpot. Pour, par exemple, Total, c'est le jackpot. On va y venir tout de suite. Oui, mais attendez, c'est très important. Les multinationales de l'énergie, dans ce contexte-là, elles font chaque jour 12 millions d'euros de super profit. Leurs marges ont été multipliées par 4. Donc moi, je veux bien qu'on me dise qu'ils vont pas y arriver, mais moi, je vous dis qu'ils vont y arriver. Mais monsieur Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur demander à eux de payer, pas à nous. Non, mais restons sur le gaz, justement. Restons sur le gaz, pas de problème. Engie, par exemple, mais c'est pareil pour le carburant. Notre grand gazier, il ne fabrique pas de gaz. Oui, il l'achète. Il l'achète. Oui. S'il l'achète, il va falloir qu'il paye le prix 50 €. Si vous le bloquez à 30, ça veut dire qu'il faut subventionner le gaz avec je ne sais pas quoi d'ailleurs. Non, je ne propose pas de subventionner le gaz et je ne crois absolument pas qu'il y aurait... payer je vais vous dire, je ne crois absolument pas au fait qu'il y aurait une pénurie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que précisément parce que les entreprises dont on est en train de parler ont largement multiplié leurs marges, on peut tout à fait leur acheter moins cher. Et je ne crois pas qu'ils renonceront à vendre sur le marché français. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de pays dans le monde et en Europe qui ont décidé là de prendre des mesures de plafonnement des prix, d'encadrement des marges. En subventionnant, Monsieur Bompard. Non. Si.
Non. Si, en diminuant les taxes. Ça dépend des pays. Ah oui. Ça dépend des pays. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Italie, mais attendez, c'est le monsieur cas en Langlais, Espagne. reconnaissez quelque chose, c'est que si vous, par exemple, sur le carburant, parce que c'est ça pour l'instant, je suis d'accord, le gaz et l'électricité, ça va arriver. Mais si vous bloquez le prix, l'État fait aussi une part de l'effort, puisque j'ai parlé de 20% de TVA. Bah, c'est 20% de TVA. On ne les touchera pas. Mais moi, je vous dis qu'un géant du carburant et du pétrole comme Total préférera vendre et se faire un petit peu moins d'argent aujourd'hui que perdre demain parce qu'ils auront abandonné le marché français. Je serais presque prêt à vous suivre sur les géants. Mais le carburant, il est vendu aussi par des petites stations. Vous avez tout à fait raison. Ou même par des centres de distribution classiques qui, eux, ne fabriquent pas davantage de pétrole. Tout à fait raison. Ces gens-là, ils achètent le pétrole à un prix donné. Si vous leur dites « je bloque en dessous de 30 centimes », ils vont fermer. Alors, vous avez tout à fait raison, monsieur Langlais. C'est la raison pour laquelle vous avez raison de dire que l'essentiel des distributeurs, c'est pas là où il y a la marge la plus importante. Soit parce que c'est de la grande distribution et souvent ce qu'on appelle des produits d'appel, c'est-à-dire que le carburant est vendu peu cher, mais c'est pour que les gens viennent dans le centre commercial pour faire leurs courses. Soit c'est des distributeurs indépendants et eux, ils marchent très peu sur le sujet. C'est pourquoi la proposition dont je parle, moi, elle consiste non seulement à bloquer les prix à la fin, mais à bloquer les prix de gros aussi. C'est-à-dire en haut de la chaîne, à forcer les pétroliers à vendre aux distributeurs à des prix qui sont plafonnés par l'État. C'est ce qu'on appelle l'encadrement des marges. L'effort repose sur les pétroliers. L'effort doit reposer sur les pétroliers, sur les raffineurs. C'est eux qui s'en mettent plein les poches, c'est pas les petits distributeurs. Les raffineurs, honnêtement, aujourd'hui, on raffine à perte. C'est pour ça que les raffineries... Mais non, monsieur, les raffineries, on ferme en Europe. Non, mais attendez, ça, là, vous parlez d'autre chose. Est-ce que oui ou non, monsieur Langlais, vous vérifierez mes chiffres? Est-ce que oui ou non, depuis le début de la guerre, les marges des raffineurs ont été multipliées par 4? Moi, je vous dis que c'est le cas. Elles ont été multipliées par 4. Donc non, on ne raffine pas à perte. On raffine en se faisant beaucoup d'argent. Est-ce que, on reparlera de Total en particulier, mais qu'est-ce qui justifie que l'État prenne autant? Beaucoup de celles et ceux qui nous entendent se disent 59% qui va dans la poche de l'État. Ça paraît effectivement, en termes de je suis le roi, je prends ce que je veux, ça fait quand même beaucoup d'argent. Oui. Dans la poche des Français. J'entends bien, monsieur Rogemont, mais ça, c'est un autre débat. C'est le débat en temps. Attendez, je vais vous dire pourquoi c'est un autre débat. C'est l'autre débat en temps normal. Est-ce qu'on considère légitime qu'il y ait 50, 60 centimes de taxes sur le carburant? On peut en discuter si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, on parle de l'augmentation du prix du carburant. Et sur l'augmentation du prix des carburants, les taxes, c'est 20%. Donc c'est faux de faire croire que la solution, elle est dans la baisse des taxes. Sauf si on considère que l'État doit faire aussi un effort. Voilà, ce qui n'est jamais, vous savez, ça peut arriver aussi. Mais il n'y a pas que les privés qui doivent faire un effort. Non, mais évidemment, mais je redis, si vous voulez, parce que peut-être que vous l'avez pas compris, que si vous bloquez le prix, l'État fait un effort. C'est-à-dire qu'il renonce au surplus fiscal. Exactement. Sur le blocage des prix, imaginons que vous bloquiez à 1,70 € ou 1,80 €, ça vous gêne pas que les plus aisés en profitent exactement comme les autres? Alors ça, j'ai souvent entendu cette objection. Mais monsieur Langlais, quand vous achetez votre carburant à 1,60 € ou 1,70 €, vous le payez au même prix, quels que soient vos revenus, vous êtes d'accord? Oui. Bon, ben ça vous gêne pas que les gens qui ont beaucoup d'argent payent le carburant au même prix que ceux qui ont peu? Ce qui me gêne, comme ce qui me gênait dans le bouclier tarifaire, c'est que l'État fasse des efforts aussi pour ces clients-là. Oui, mais justement, moi, la proposition... Je suis plus à gauche que vous, Mais non, pas du tout, parce que moi, la proposition que c'est difficile à croire, si je peux me permettre, mais... Monsieur Langlais, il n'y a pas beaucoup de place à la gauche. La proposition que je fais coûte, excusez-moi de vous le dire, 0 € à l'État. Non, vous venez de dire, l'État fait un effort. Non, elle coûte 0 € à l'État. Et ce que fait l'effort, c'est l'effort que fait l'État, c'est qu'il ne touche pas de recettes fiscales supplémentaires. C'est ce que j'appelle un peu d'argent. Oui, c'est ça. C'est juste qu'il n'y a pas d'argent qui rentre en plus dans les caisses de l'État. On va venir. C'est normal quand même. Total, c'est légitime que l'État s'enrichisse pas dans cette situation. Parlons-en. Allez, Total. Vous avez présenté Total comme une sorte de vache grasse qu'il faudrait... pas les seuls, mais là, ils en profitent beaucoup, oui. Alors justement, il y a certains politiques, je pense à Fabien Roussel, qui disent « il faut nationaliser Total ». Pourquoi pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que la question mérite d'être posée, oui. Quand vous savez que, d'abord, il faut dire que Total a été longtemps une entreprise publique. Elle a été. Jusqu'en 1993 de mémoire. Et ça n'a pas laissé que des bons souvenirs, si je peux je sais pas, on peut en discuter si vous voulez, mais pourquoi on pourrait pas nationaliser Total? Moi, je considère que... Il faut quand même un peu d'argent, hein. Ça coûte 170 milliards. Alors, ça coûte pas... Vous avez raison qu'il faut de l'argent, mais ça coûte pas 170 milliards. 170 milliards, c'est la cotation boursière aujourd'hui de Total. Non. Alors, si vous respectez absolument la cotation boursière, il faut la moitié. Non, si vous respectez le droit de propriété. Pas du tout, monsieur. Vous savez, en 1980, quand on a fait des nationalisations, on a produit un autre système d'évaluation des entreprises. On les a pas achetées au milieu de leur totalisation. Certains propriétaires se sont très bien tirés quand même. Hein. Et vous avez raison, il faut une indemnisation. Allez, on a connu des gens de droite disant pour ça merci Mitterrand, qui gardent de très bons souvenirs d'argent qu'ils ont reçu à cette occasion-là. Peut-être qu'on leur en a donné trop à l'époque et qu'il faudrait leur en donner moins. Mais imaginons que ça soit... Ce que vous proposez, c'est que la France achète Total à prix coûtant. Attendez, vous m'avez demandé s'il faut nationaliser.
Total, je vous dis, je trouve que le débat mérite d'être posé. Moi, c'est pas la proposition que j'ai mise sur la table aujourd'hui, j'ai mis le blocage des prix. Mais comme on me dit, oui, mais dans ce cas-là, certains vont pas vouloir produire, je vous dis, dans ce cas-là, on pourra réquisitionner leur capacité de production en France, il existe encore des raffineries. Et après, oui, je pense que la question de la nationalisation, elle peut te poser. Pardon, Manuel Bompard, attendez, vous avez mentionné le mot réquisitionner, qui évidemment fait sonner l'oreille. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si par hasard, le blocage des prix dont on parle, Total disait dans ce cas-là on va arrêter de livrer du brut raffiné en France. Il y a des raffineries en France, on pourra tout à fait. Il faut que le pétrole arrive. Le pétrole on l'achètera, vous savez, on est capable de le faire. Mais vous l'acheterez au prix coûtant. Bah oui, mais avec moi je ferai pas quatre fois plus de marge qu'avant le début de la guerre. Donc ça coûtera moins cher pour les Françaises et les Français à la fin. Attendez, Monsieur Langlais, je voulais juste terminer sur la nationalisation Total. Imaginons que ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros, peut-être 60 milliards. Total a fait 15 milliards d'euros de dividendes versés à ses actionnaires. Alors Monsieur Langlais, si vous connaissez 15 milliards de profit. Non. En 2023, je crois de mémoire, les dividendes versés par Total aux actionnaires étaient 15 milliards. 2024, c'est les résultats, c'est déjà considérable. C'est considérable. Mais bon, un investissement que vous remboursez en 4 ans, c'est pas mal, non? Donc ça veut dire que vous garderiez les conditions de production de Total aujourd'hui. Je ne vois pas comment vous pourriez subventionner. Vous avez raison, c'est une bonne objection. Je faisais juste la référence entre les dividendes versés aux actionnaires et le coût d'achat pour vous montrer que le coût d'achat n'était pas si disproportionné. Ce qui m'intéresse quand même dans cette histoire, c'est justement, vous disiez, 15 milliards de profit, c'est vrai, Total a fait ce bénéfice-là en 2024. C'est exactement la même chose que les bénéfices d'une autre entreprise énergétique publique, celle-ci, EDF. Oui. EDF n'a pas rétrocédé ces 15 milliards aux consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut investir. Vous avez raison, il faut des investissements. Et pour Total, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, à vous entendre, le fait de nationaliser, ça permet d'échapper à toute contrainte. Non. C'est pas la réalité. J'ai pas dit ça. Public et privé sont face aux mêmes nécessités. C'est préparer l'avenir. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, moi, je ne vous ai pas parlé du résultat. Je vous ai parlé des dividendes versés aux actionnaires. Parce que vous avez raison, évidemment, qu'une partie du bénéfice généré par une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, doit permettre l'investissement. Mais alors, pourquoi Total verse plus de dividendes que ce qu'il investit? Ça, c'est quand même une vraie question, Monsieur Langlais. Écoutez, ça, pourquoi il verse plus de dividendes que investit? Votre argument, c'est de dire il faut garder de l'argent pour l'investissement. Je vous dis, j'en suis d'accord. C'est pas là-dessus que je propose de faire des un mot quand même, pardon. Payer le coût du capital. Pas si l'entreprise est nationalisée. Mais si, forcément. Non. Est-ce qu'on retombe pas, dans le vieux travers de s'en prendre aux entreprises qui marchent? Au moins, Total marche. Peut-être qu'ils s'engraissent de façon un peu excessive, et le monde du pétrole, ça, on peut vous le concéder, a une conception de l'argent un peu large, Il y a eu dans le passé certains signes de ça, mais au moins ça marche. Et le VMH marche. Est-ce que c'est pas le travers très les filles de dire là il y a une chèvre qui est bien grasse, on va lui couper le cou? Je sais pas, demander aux gens. On l'attend. Moi j'avais la version plus brutale. Demandez aux gens qui payent 2,40 € le litre du gasoil s'ils trouvent que c'est excessif de critiquer Total qui dans le même temps a multiplié ses marges par 4. Moi je pense quand même que dans une situation qui est une participe aussi à la croissance, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, monsieur, tout le monde est pris à la gorge. Et vous avez des gens qui cherchent une solution. Et moi, je vous dis juste, c'est quand même légitime que dans cette solution, ça soit ceux qui profitent des effets d'aubaine de cette situation, qui soient mis à contribution, et pas l'État, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables. Sans tuer la chèvre, quand même. Pardon ? Sans tuer la chèvre, quand même. Je crois qu'elle a de la marge, la chèvre, avant d'être tuée, monsieur. Mais avec monsieur vous, Langlais. on se dit, ça y est. Mais avec moi, mais attendez, mais grâce à vous, monsieur Langlais, Total, depuis des années et des années, on a eu après le Covid. J'avais fait une commission d'enquête sur les super profits. Total s'en était mis plein les poches. Après la guerre en Ukraine, au moment de la guerre en Ukraine, on a eu les mêmes débats. Total va pas s'en sortir, etc. Ils ont multiplié leurs marges, ils ont multiplié leurs profits, ils ont multiplié leurs dividendes. Et vous êtes toujours là pour les défendre. Mais à un moment, faut les faire payer quand même. Parce que quand vous les défendez eux, ceux que vous défendez pas, c'est les Françaises et les Français. Moi, mon rôle, c'est de défendre les Françaises et les Français. C'est pas Total que je défends. C'est le fait que la France dispose d'une major pétrolière. Je pense que c'est important. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que cette crise pétrolière qu'on connaît, le choc sur nos économies qui en découle, est-ce que ça ne montre pas que on est quand même loin d'en avoir fini avec le pétrole? Ça c'est vrai. Quelles leçons on peut tirer pour la transition énergétique de cette crise? D'abord, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si on n'aurait pas pu éviter d'être aujourd'hui, à l'heure où on se parle, aussi dépendant du pétrole en faisant les investissements avant. Parce que là, quand j'entends le gouvernement nous dire on va profiter du surplus fiscal pour faire les investissements pour l'électrification, il aurait peut-être fallu se réveiller un peu plus tôt, quand même. Parce que les sommes envisagées sont pas à la hauteur du problème. Par ailleurs, mais
En l'occurrence, ça fait depuis des années et des années que nous sommes un certain nombre à dire il faut sortir des énergies carbonées, il faut sortir du pétrole, ça passe par l'électrification, ça passe par la montée en puissance des énergies renouvelables, ça passe par des politiques d'efficacité et de sobriété énergétique. Elles sont pas au rendez-vous. Bon, ça c'est le passé. Ah non, mais le passé, il est quand même important. Mais si on regarde quand même un instant le passé, est-ce que l'idéologie au fond nous a mis dans l'ornière? Quand vous voyez la politique très hasardeuse des Allemands qui ont renoncé au nucléaire, et on voit les effets y compris sur l'ensemble du continent. Et qui s'en mordent les doigts aujourd'hui, comme les Italiens, comme les Belges, comme la Commission européenne. Quand vous voyez les Américains qui de façon, alors là il n'y a aucune idéologie, c'est Trump, drill baby drill, au fond cette logique où aujourd'hui ils sont autonomes en matière pétrolière, ils ont parié sans aucun a priori sur tout ce qu'ils pouvaient, et en réalité ils s'en tirent mieux du point de vue de l'énergie. Mais énergie moins chère, et Dieu sait si ça compte dans leur économie aujourd'hui. Mais enfin, pardon, le problème en France, c'est qu'on n'a pas engagé les travaux d'électrification. Après, on peut avoir un débat sur le mix électrique qu'on veut mettre en place. Oui. Vous pouvez essayer de me faire croire, si vous voulez, que c'est les nouveaux réacteurs nucléaires qui vont être la solution, mais vous allez juste avoir un problème. C'est que ces nouveaux réacteurs nucléaires, ils vont pas arriver avant 2040-2045. Alors, sauf à me dire que jusqu'à 2040-2045, vous proposez qu'on soit tout aussi dépendant du pétrole et qu'on subisse toutes les crises internationales comme celles qu'on est en train de subir aujourd'hui, votre réponse, elle ne marche pas. Par contre, ce qui marche, c'est de développer les énergies renouvelables. Si j'écoute Monsieur Jancovici, qui est quand même une autorité. Oui, enfin, il a un point de vue. Il a un point de vue. Il connaît le sujet depuis des dizaines d'années. Il nous dit, le renouvelable, ça ne peut pas suffire. C'est pour ça qu'il faut des politiques d'efficacité et des politiques de sobriété énergétique. Exemple, il faut... Même quand on intègre ça, il s'agit de la production d'énergie primaire. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Il y a des scénarios, il y a des scénarios qui ont été travaillés, qui sont très sérieux d'un point de vue scientifique. Je pense au scénario Négawatt en particulier, qui propose un chemin, une trajectoire permettant d'aller sur le 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Sur l'option pas de nucléaire. Ah oui, bien sûr. Regardez, moi je lis les documents. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a été publié au mois de janvier sur l'EPR de Flamanville. Ça serait quand même intéressant que les gens le regardent. Il a eu 12 ans de retard. Le coût par rapport à ce qui avait été annoncé initialement a été multiplié par 6. Et aujourd'hui, vous avez la Cour des comptes qui vous dit la rentabilité de l'EPR de Flamanville n'est pas garantie. Non. Donc, vous voulez continuer à construire des EPR dont la rentabilité n'est pas garantie. Allez-y. Moi, je préfère construire de l'énergie renouvelable. On peut quand même considérer que c'était un prototype. Je préfère remettre les camions, par exemple. Vous me dites ça ne suffira pas de tout électrifier. Je suis d'accord avec vous. Il faut faire d'autres choses. La rénovation énergétique des logements, ça fait depuis des années et des années. Oui, mais les investissements, ils sont pas là. Le dernier budget, il est encore coupé dans les fonds pour la rénovation énergétique des logements. Le fret ferroviaire, on a détruit le fret ferroviaire. L'essentiel de l'utilisation de l'énergie carbonée en France, c'est le transport. La première chose à faire, c'est que vous prenez les camions que vous voyez sur nos autoroutes et vous les mettez sur des trains. Et alors, vous verrez, on consommera moins d'énergie. Donc, il faut à la fois électrifier, monter en puissance les énergies renouvelables, et à la fois avoir des politiques d'efficacité énergétique pour consommer moins. J'avais encore une question sur un tout autre sujet, qui reste quand même dans le sujet de la guerre. Si vous arrivez au pouvoir en 2027, il y a aujourd'hui une loi de programmation militaire qui courra en principe jusqu'en 2030. Elle prévoit l'augmentation régulière du budget de la défense jusqu'à hauteur de 5% du PIB. Non, pas 2030. Dans sa trajectoire. 2030, on est aux alentours de 3, on est à 67 milliards, ce qui est déjà beaucoup plus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il faut aller jusque-là, ou est-ce que vous suspendrez cette loi de programmation militaire pour revenir à un étiage plus faible? Alors, Monsieur Langlais, normalement, on doit avoir dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale un débat sur la révision de la loi de programmation militaire. Je vais vous dire plutôt ce que je défendrai à cette occasion. Moi, je considère que ce n'est pas à Monsieur Trump, par l'extérieur, d'imposer le montant de dépenses militaires de la France. Parce que moi, j'observe les choses. L'année dernière, à la même époque, Monsieur Lecornu, qui était ministre de la Défense à l'époque, disait 5% du PIB dans nos dépenses militaires. Franchement, on n'en a pas besoin, ça tient pas la route. Et puis, il y a Trump qui a fait un coup de chantage et qui a dit, mais si vous mettez pas vos dépenses à 5% du PIB, vous allez voir, je vais arrêter de vous aider, je vais arrêter l'OTAN, etc. Le lendemain, Monsieur Lecornu a dit, 5% du PIB, finalement, pour les dépenses militaires, c'est pas si mal. Donc, je vais répondre à votre question. Pardon, juste on parle pas du programmation militaire, elle date pas de Trump. Mais je suis d'accord, je vous parle de l'accélération de la... Ça a été déclenché par la guerre d'Ukraine. C'était avant. C'est plutôt Poutine que Trump qui nous a conduit. Non, attendez, Monsieur Langlais, pardon, faut être précis. Il y a eu une loi de programmation militaire qui avait une trajectoire de montée en puissance. Et il y a eu l'année dernière
après le coup de force de Trump, le coup de chantage de Trump, des annonces du président de la République qui dit on va faire des rallonges pour monter à 5%. Ça n'était que le dernier étage de la fusée. Du PIB. Qui était... Moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Évidemment qu'il faut qu'on ait les moyens de se défendre, mais c'est pas à Monsieur Trump de dire quel est le montant qu'on doit défoncer. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. C'est pas Trump, c'est être indépendant. Non, mais justement, c'est pas l'indépendance de céder à ces injonctions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une revue de nos besoins stratégiques et on voit s'il y a des secteurs dans lesquels il faut davantage d'investissement, s'il y en a dans lesquels il en faut moins. Par exemple, tout le monde dit la cybersécurité, ça va être un gros enjeu là à venir. Peut-être qu'il faut mettre davantage de moyens dans la cybersécurité. C'est plus une question de répartition ça me paraît, que de montant global. Ça me paraît quand même une évidence. C'est d'abord, on évalue nos besoins avant de décider des investissements. Et je pense qu'on dépensera moins que ce qui est proposé par le président de la République. Manuel Bompard, votre regard sur l'héritage gaullien. De Gaulle, vous êtes un des rares partis, vous citez relativement peu de... Tout le monde est gaulliste maintenant. Alors, on lui doit quand même le nucléaire civil, le nucléaire militaire et l'indépendance. Quand vous regardez la carte de France où il y a 0 base de l'OTAN, alors que les autres pays sont truffés de bases de l'OTAN, vous dites merci de Gaulle? Moi je vais vous dire, je pense même qu'en termes de politique d'indépendance internationale, c'est la France Insoumise qui est le parti le plus gaulliste de France aujourd'hui. Écoutez, vous dites merci de Gaulle? Non mais attendez. J'aimerais entendre merci de Gaulle. Je vais pas dire merci de Gaulle, parce que d'abord, j'étais pas né, et deuxièmement... C'est un héritage. Oui, mais enfin, pardon, on a le droit aussi de considérer que certains aspects de sa politique, on était contre. Maintenant, sur la question de l'indépendance étrangère, je vous rappelle que le général de Gaulle avait décidé de la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Qui est la force politique en France qui propose aujourd'hui de faire ça? C'est la France. Précisez votre pensée. Comment ça devrait se passer? Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que le lendemain, de la même façon que De Gaulle avait écrit la lettre, je ne sais plus quel président était aux affaires, en lui disant « Cher ami, désolé, vos bases, au revoir, merci beaucoup », est-ce que vous sortiriez tout de suite du commandement intégré de l'OTAN? Du commandement militaire intégré de l'OTAN, oui. Et ensuite, je pense que la trajectoire, la perspective, ça doit être la sortie de l'OTAN. Mais à un moment, il faut être sérieux. Ça veut dire quoi, la trajectoire? Vous attendrez quoi? Godot? Non, pas Godot, mais monsieur, on a des liens aujourd'hui, y compris en termes d'équipement militaire, en termes d'accès aux renseignements, par exemple, qui sont fournis aujourd'hui par notre présence dans l'OTAN. Tant que vous n'avez pas le moyen de le faire vous-même, vous n'allez pas, comme ça, je suis pas un irresponsable, vous voyez, je pense qu'il faut quand même faire attention. Mais pardon, le but, donc, ce serait bien... intégré, le but, c'est bien de sortir de l'OTAN. Le but, c'est bien la sortie de toute l'OTAN. Oui, mais enfin, monsieur, vous voulez rester dans une alliance militaire dans laquelle vous avez un des membres qui propose d'attaquer un de vos alliés, qui propose d'envahir le Groenland? Alors, Manuel Bompard, est-ce que ça veut dire qu'en réalité, vous voulez la fin de l'OTAN? Vous savez très bien que l'OTAN, sans la France... Moi, je pense que l'OTAN est une... Comme l'avait dit d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques années, il avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale. Il le déplorait, je pense. C'est une rare fois où ce qu'a dit le président de la République était assez juste. Mais précisez bien, vous souhaitez donc la fin... Parce que, au fond, là-dessus, vous êtes d'accord avec Trump, peut-être? Je crois pas être d'accord avec Trump sur ce sujet. Je pense que Trump, il veut un OTAN entièrement à sa main, où il impose ses volontés aux autres pays. Mais vous voulez pas d'OTAN? Mais parce que l'OTAN est une alliance périmée. Enfin, je veux dire, elle date d'une période qui est de la période de la guerre froide et qui est révolue aujourd'hui. Et donc, je pense que l'instance, pour moi, la seule légitime qui régit les relations entre les États, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est celle-là qu'il faut rétablir au premier plan. Qui marche pas. Précisément parce qu'on l'a abandonné. Parce qu'on l'a abandonné, Monsieur Rochemin. Est-ce que votre souci d'indépendance s'accommoderait de développer des programmes communs avec l'Allemagne, par exemple, pour les avions du futur ou pour les chars du futur, comme c'est envisagé aujourd'hui? Notre indépendance se permet évidemment, et c'est même une nécessité, d'avoir des collaborations et des partenariats industriels avec d'autres. La défense européenne, c'est une idée qui vous paraît... Non, la défense européenne, telle qu'elle est inscrite dans les traités européens aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le pilier de l'OTAN. Il n'y a pas grand-chose. Oui, mais c'est précisément lié à l'OTAN. Donc je ne vais pas vous dire que je défends la défense européenne, mais par contre, qu'il y ait des collaborations industrielles, y compris dans le domaine militaire à l'échelle européenne, pourquoi pas? Avec l'Allemagne, vous avez pris, à mon avis, le mauvais exemple, parce que... C'est celui qui est en cours. Justement, et c'est celui sur lequel les Allemands, pardonnez-moi de l'expression, nous la font à l'envers. C'est-à-dire qu'ils font semblant et ils retardent les programmes et eux, ils développent leurs propres programmes de l'autre côté. Donc peut-être qu'à un moment, il va falloir se réveiller là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci.